Vous savez, il y a quelques années, j'étais assis dans un petit restaurant à Chicago avec un homme que j'avais rencontré lors d'un de mes séminaires. Il avait la cinquantaine, des mains calleuses, des yeux vifs. Il avait commencé avec rien, littéralement rien. Fils d'immigrants, pas d'université, pas de réseau, pas d'héritage familial. Et pourtant, à 52 ans, il possédait plusieurs entreprises, une maison entièrement payée et un portefeuille d'investissement qui lui générait plus chaque mois que ce que la plupart des gens gagnent en une année entière. Je lui ai posé une question directe. Je lui ai dit: qu'est-ce que vous savez que les autres ne savent pas? Il a souri. Pas un sourire arrogant, un sourire patient, presque mélancolique. Et il m'a répondu quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit: Brian, ce n'est pas ce que je sais, c'est ce que j'ai accepté de faire, alors que tout le monde autour de moi refusait de le faire. Cette phrase m'a accompagné pendant des décennies, et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que voici ce que j'ai découvert après avoir étudié les millionnaires, les entrepreneurs, les investisseurs et les bâtisseurs de fortune pendant plus de 40 ans. Il n'existe pas de secret mystérieux. Il n'y a pas de formule magique, cachée dans un livre rare, que seuls quelques élus ont lu. Ce qui sépare les gens qui construisent une vraie richesse de ceux qui restent coincés dans l'anxiété financière toute leur vie. C'est un ensemble de règles, des règles qui semblent presque trop simples quand on les entend pour la première fois, mais qui, appliquées avec discipline sur des années, produisent des résultats extraordinaires. Ces règles, les millionnaires ne les racontent presque jamais, non pas parce qu'ils veulent les garder secrètes, mais parce qu'ils ont oublié à quel point elles étaient contre-intuitives au départ. Ces principes sont devenus si naturels pour eux qu'ils ne pensent même plus à les mentionner. C'est comme demander à un nageur olympique comment il respire dans l'eau. Il va vous regarder avec confusion, parce que pour lui, c'est devenu automatique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 7 de ces règles. Pas les platitudes habituelles, pas les conseils génériques que vous avez déjà entendus 100 fois. Je vais aller plus profond. Je vais vous montrer comment ces règles fonctionnent réellement, pourquoi elles vont souvent à l'encontre de ce que la société nous a appris, et surtout, comment vous pouvez commencer à les intégrer dans votre vie dès aujourd'hui. Prenez le temps d'être vraiment présent pour ce qui suit, parce que certaines de ces idées vont peut-être vous déranger. Elles vont peut-être contredire des croyances que vous portez depuis l'enfance. Et c'est exactement le signe que vous êtes sur le bon chemin. Commençons par la première règle. Un de mes étudiants m'a contacté un jour, désespéré. Il avait un bon travail, un salaire décent, une famille aimante. Mais chaque fin de mois, son compte bancaire était vide. Pas parce qu'il dépensait de manière extravagante. Il n'avait pas de dette de luxe, pas de voiture de sport, pas de vacances aux Maldives. Simplement, l'argent entrait et l'argent sortait. Comme une marée. Régulière. Inévitable. Et il ne comprenait pas pourquoi. Quand je l'ai rencontré, je lui ai posé une question simple. Combien avez-vous mis de côté le mois dernier? Il a hésité. Rien. Mais le mois prochain, je vais essayer de mettre de côté ce qui reste après les dépenses. Là, j'ai compris le problème. Et c'est un problème que je vois chez des dizaines de milliers de personnes. La première règle que les millionnaires appliquent presque universellement, c'est celle-ci. Ils se paient en premier, pas en dernier. En premier. Ce concept semble simple, mais il est révolutionnaire dans ses implications. Parce que la façon dont vous gérez l'argent reflète directement la façon dont vous vous percevez. Quand vous payez d'abord le loyer, puis les courses, puis les abonnements, puis les sorties, et que vous espérez qu'il reste quelque chose à la fin, vous vous placez en dernier sur votre propre liste de priorités. Vous dites à votre cerveau, chaque mois, que votre avenir est moins important que votre présent immédiat. Les personnes qui construisent de la richesse font exactement l'inverse. Dès qu'un revenu entre, une portion, et cette portion est non négociable, est immédiatement transférée vers un compte d'épargne ou d'investissement. Avant les factures. Avant tout, George Clason l'a écrit dans son livre L'homme le plus riche de Babylone, avec une clarté absolue. Une partie de tout ce que tu gagnes t'appartient. Pas à ton propriétaire, pas à ton supermarché, pas à ta compagnie d'assurance, à toi. Et cette partie doit être préservée, protégée et mise au travail. Maintenant, certains me disent, Brian, je ne peux pas me permettre de mettre de l'argent de côté. Je n'ai pas assez. Et je comprends cette sensation. Je l'ai vécu moi-même à une période de ma vie où je dormais dans ma voiture et que je comptais chaque centime. Mais voici ce que j'ai appris, ce n'est pas une question de montant, c'est une question d'habitude et d'identité. Commencez avec 1%, 5% si vous pouvez.
10% si vous êtes prêt à faire les ajustements nécessaires. Le montant n'est pas ce qui compte au départ. Ce qui compte, c'est l'acte lui-même. Parce que chaque fois que vous vous payez en premier, vous renforcez une croyance fondamentale. Votre avenir mérite d'être protégé. Vous méritez d'être riche, et cette croyance, répétée mois après mois, commence à changer vos décisions. Elle change la façon dont vous regardez une dépense impulsive. Elle change la façon dont vous négociez votre salaire. Elle change la façon dont vous choisissez vos investissements. Tout découle de ce premier acte de discipline. J'ai un ami entrepreneur qui est aujourd'hui multimillionnaire. Pendant les 5 premières années de son activité, il gagnait modestement, mais il avait une règle absolue. Chaque mois, 15% de ses revenus allaient dans un compte intouchable, même les mois difficiles, même quand il aurait pu justifier de ne pas le faire. Et il me disait, ce n'était pas l'argent qui me rendait riche, c'était la discipline de respecter cette règle qui me rendait riche. L'argent, c'était juste la conséquence. C'est la première règle, se payer en premier, toujours, sans exception. Voici quelque chose qui m'a frappé lors d'une conversation avec un groupe d'entrepreneurs à Toronto. Je leur avais demandé de lever la main s'ils avaient un budget mensuel détaillé. Sur une salle de 200 personnes, à peine 20 mains se sont levées. 10%. Puis je leur ai demandé combien d'entre eux avaient atteint leurs objectifs financiers de l'année précédente. Devinez quoi? Presque toutes les mains levées appartenaient aux mêmes personnes. La deuxième règle est celle-ci. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. Les millionnaires connaissent leurs chiffres. Pas approximativement. Précisément, ils savent combien entre, combien sort, combien est investi, combien est dépensé en habitudes quotidiennes, en abonnements, en loisirs. Ils ont une vision claire et honnête de leur réalité financière. Et voici le paradoxe fascinant. La plupart des gens évitent de regarder leurs finances de près, parce que ça les angoisse. Mais c'est précisément cet évitement qui entretient l'anxiété. C'est comme avoir une douleur dans le dos et refuser d'aller chez le médecin, parce que vous avez peur du diagnostic. L'ignorance ne fait pas disparaître le problème, elle lui donne le temps d'empirer. Quand vous regardez vos finances en face, quelque chose de remarquable se produit. D'abord, vous prenez conscience de dépenses que vous aviez complètement oubliées, des abonnements qui se renouvellent automatiquement depuis des mois, des habitudes de consommation que vous n'aviez pas conscientisées, des petites fuites qui, additionnées, représentent des sommes significatives. Un de mes participants à un séminaire avait fait cet exercice chez lui. Il avait listé toutes ses dépenses du mois précédent, centime par centime. Et il avait découvert qu'il dépensait chaque mois l'équivalent de 400 € en café, en encas et en petits achats impulsifs. Des choses qu'il n'avait jamais vraiment remarquées parce qu'elles étaient chacune trop petites pour attirer l'attention. 400 € par mois, 4 800 € par an. Sur 10 ans, avec des intérêts composés, cette somme investie intelligemment aurait pu représenter plus de 70 000 €. Ce n'est pas une critique de ses habitudes. C'est une révélation sur le pouvoir de la conscience financière. Les millionnaires ne sont pas des avares. Beaucoup d'entre eux dépensent généreusement. Mais ils dépensent intentionnellement. Chaque euro dépensé est une décision consciente, pas une réaction automatique. Il existe un principe que j'enseigne depuis des années, que j'appelle la règle du zéro surprise. Dans votre vie financière, vous ne devriez jamais être surpris par ce que vous avez ou n'avez pas. Votre situation financière devrait être aussi prévisible que possible, parce que vous la pilotez activement plutôt que de la subir passivement. Commencez par un simple exercice cette semaine. Prenez une feuille de papier ou une application sur votre téléphone, peu importe, et notez chaque dépense pendant 7 jours. Chaque café, chaque repas, chaque achat en ligne. Sans jugement, juste de l'observation. À la fin de la semaine, regardez ce que vous avez. Vous serez peut-être surpris. Et cette surprise est précieuse parce qu'elle marque le début de la conscience financière. Voici une observation que j'ai faite à répétition dans ma carrière. Quand je rencontre des gens qui sont restés financièrement stagnants pendant des années, malgré des revenus corrects, malgré de l'intelligence, malgré du travail, il y a presque toujours une croyance cachée qui sabote tout le reste. Et cette croyance ressemble souvent à quelque chose comme « l'argent, c'est compliqué, ce n'est pas pour moi. Les gens riches ont eu de la chance ou des avantages que je n'ai pas eus. » La troisième règle est peut-être la plus profonde de toutes, parce qu'elle touche à quelque chose d'invisible, mais d'absolument déterminant, votre relation psychologique avec l'argent. Voici ce que la recherche en psychologie financière nous dit et ce que j'ai observé dans ma propre expérience. Nous agissons toujours en accord avec notre image de nous-mêmes.
toujours, sans exception. Si, au fond de vous, vous vous percevez comme quelqu'un qui n'est pas doué pour l'argent, vous allez inconsciemment prendre des décisions qui confirment cette croyance. Vous allez éviter les opportunités d'investissement parce qu'elles vous semblent trop risquées. Vous allez dépenser de l'argent dès qu'il arrive parce que vous ne croyez pas vraiment mériter de le conserver. Vous allez saboter vos propres succès financiers. C'est ce que les psychologues appellent le thermostat financier. Chaque personne a un niveau de confort financier intérieur, un niveau de richesse ou de pauvreté, qui correspond à son image de soi. Et comme un thermostat, si votre situation financière s'éloigne trop de ce niveau, dans un sens ou dans l'autre, vous allez inconsciemment la ramener à votre zone de confort. C'est pourquoi des études montrent que la majorité des gens qui gagnent à la loterie sont revenus à leur niveau financier d'origine dans les 5 ans. Pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que leur thermostat intérieur n'avait pas changé. Et c'est aussi pourquoi des gens qui perdent tout, qui font faillite, qui traversent des catastrophes financières, parviennent souvent à reconstruire leur fortune, parce que leur thermostat intérieur est réglé haut. Comment changer ce thermostat? C'est un travail qui demande du temps et de la constance. Mais il commence par une chose, changer le dialogue intérieur que vous avez avec vous-même au sujet de l'argent. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « je ne peux pas me permettre ça », remplacez cette pensée par « comment est-ce que je pourrais me permettre ça ?» Ce n'est pas de la pensée magique. C'est une façon de mobiliser votre cerveau créatif plutôt que de le fermer. La première formulation est une conclusion. La deuxième est une question. Et les questions ouvrent des portes. Chaque fois que vous vous sentez coupable d'avoir de l'argent ou mal à l'aise avec l'idée de devenir riche, examinez cette croyance. D'où vient-elle? Qu'est-ce qu'on vous a appris sur l'argent dans votre enfance? Dans votre famille, est-ce que l'argent était associé à la honte, à la jalousie, à la méfiance? Ces programmations précoces ont une influence énorme sur vos comportements adultes. Je me souviens d'une femme, dans un de mes séminaires, qui avait grandi dans une famille où son père répétait constamment « L'argent ne fait pas le bonheur et les riches sont des gens sans cœur ». Elle avait intégré ces messages si profondément qu'elle sabotait inconsciemment chaque opportunité financière qui se présentait à elle. Elle avait peur que devenir riche la rende quelqu'un de mauvais. Quand elle a pris conscience de cette croyance et qu'elle a commencé à la remettre en question, sa vie financière a commencé à changer de façon spectaculaire. L'argent est neutre. Ce n'est pas bon ou mauvais en soi. C'est un outil. Et comme tous les outils, son impact dépend entièrement de la personne qui l'utilise et des intentions qu'elle porte. Réfléchissez à cela. Si vous étiez financièrement libre demain, qu'est-ce que vous feriez différemment? Comment traiteriez-vous les gens autour de vous? Quelle cause soutiendriez-vous? Quelle vie construiriez-vous? Si vos réponses sont positives, et je suis prêt à parier qu'elles le sont, alors vous avez toutes les raisons du monde de poursuivre la richesse. Parce que plus vous avez, plus vous pouvez donner, plus vous pouvez contribuer, plus vous pouvez avoir un impact. Permettez-moi de vous parler d'une conversation que j'ai eue avec Warren Buffett, lors d'un événement auquel nous participions tous les deux. Je lui ai demandé quel était, selon lui, le facteur le plus sous-estimé dans la création de richesse. Sans hésiter, il a dit « le temps ». Pas l'intelligence, pas les connexions, pas le talent, le temps. La quatrième règle que les millionnaires appliquent et que très peu de gens comprennent vraiment dans leur chair, c'est la puissance des intérêts composés et la pensée à long terme. Albert Einstein aurait dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Que ceux qui les comprennent les gagnent et que ceux qui ne les comprennent pas les paient. Voici une illustration simple. Si vous investissez 1 000 € par mois à partir de l'âge de 25 ans, avec un rendement annuel moyen de 7%, ce qui est raisonnable sur le long terme pour un portefeuille diversifié, à 65 ans, vous aurez accumulé environ 2 600 000 €. 2 600 000 € pour 1 000 € par mois. Maintenant, si vous attendez 10 ans de plus et commencez à 35 ans avec le même montant et le même rendement, vous aurez environ 1 200 000 € à 65 ans. La moitié, pour avoir attendu 10 ans. Ces chiffres ne sont pas là pour vous impressionner. Ils sont là pour vous montrer quelque chose de fondamental. Dans la création de richesse, le temps est votre allié le plus puissant. Et chaque année que vous attendez est une année d'intérêt composé que vous perdez définitivement. Mais la pensée à long terme va bien au-delà de l'investissement financier. Elle touche à toutes les décisions importantes de votre vie. Les personnes qui restent pauvres, et je dis cela avec toute la compassion du monde, parce que j'ai été dans cette situation, ont tendance à prendre des décisions qui optimisent le confort immédiat au détriment du bénéfice futur.
Elles choisissent le plaisir maintenant plutôt que la récompense plus tard. Elles achètent à crédit des choses dont elles n'ont pas besoin. Elles évitent les investissements parce que les résultats ne sont pas immédiats. Les personnes qui construisent de la richesse font l'inverse. Elles sont capables de différer la gratification. Elles peuvent résister à l'impulsion du moment pour servir leurs objectifs à long terme. Et cette capacité, que les psychologues appellent la maîtrise de soi ou le contrôle des impulsions, est l'un des prédicteurs les plus fiables du succès financier. Il y a une étude célèbre menée à l'université de Stanford dans les années 60, connue sous le nom de l'expérience du marshmallow. Des enfants de 4 ans étaient placés dans une pièce avec un marshmallow. On leur disait « Si vous attendez que je revienne sans manger le marshmallow, vous en aurez 2. » Certains enfants attendaient. D'autres mangeaient immédiatement. 20 ans plus tard, les chercheurs ont suivi ces mêmes enfants. Ceux qui avaient attendu avaient des revenus plus élevés, de meilleures relations, une meilleure santé. La capacité à différer la gratification à 4 ans prédisait le succès à l'âge adulte. Maintenant, certains me disent « Brian, je ne suis pas naturellement patient. Je suis quelqu'un d'impulsif. » Et ma réponse est toujours la même. La maîtrise de soi n'est pas un trait de personnalité immuable. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe avec la pratique. Chaque petite décision, où vous choisissez le long terme sur le court terme, renforce cette capacité. Chaque fois que vous résistez à un achat impulsif. Chaque fois que vous continuez à investir même quand les marchés sont volatiles. Chaque fois que vous restez concentré sur vos objectifs malgré les distractions. Vous entraînez votre cerveau à penser différemment. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. La pensée à long terme change aussi la qualité de vos décisions quotidiennes. Quand vous avez une vision claire de ce que vous voulez construire dans 10 ou 20 ans, les décisions du présent deviennent plus simples parce que vous avez un filtre. Chaque décision peut être évaluée à travers une seule question. Est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de là où je veux aller? Un entrepreneur que j'ai coaché pendant plusieurs années m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il avait traversé une période très difficile. Son entreprise principale avait failli couler. Il avait perdu des clients importants et sa confiance était au plus bas. Et pourtant, en moins de 2 ans, il avait non seulement redressé la situation, mais il avait doublé son chiffre d'affaires. Je lui ai demandé ce qui avait fait la différence. Il m'a répondu « J'ai arrêté d'essayer de tout faire moi-même. J'ai appris à investir dans les compétences des autres. C'est la 5e règle. Et elle est souvent la plus difficile à accepter pour les personnes ambitieuses. Les millionnaires comprennent que leur temps est leur ressource la plus précieuse, et ils apprennent à le protéger avec une discipline absolue. Voici une vérité mathématique simple. Il y a 24 heures dans une journée pour tout le monde. Le PDG d'une entreprise milliardaire a les mêmes 24 heures que vous. Ce qui différencie les gens extraordinairement productifs des autres, ce n'est pas le nombre d'heures disponibles. C'est la façon dont ils utilisent ces heures. Les personnes à haut rendement, celles qui créent le plus de valeur et donc le plus de richesse, ont développé une conscience aiguë de la valeur de leur temps. Elles savent, à tout moment, quelle est la tâche qui aura le plus grand impact sur leurs objectifs. Et elles consacrent leurs meilleures heures, leurs heures les plus énergiques, les plus créatives, à ces tâches à haute valeur ajoutée. Il y a un concept que j'enseigne depuis longtemps, que j'appelle l'heure la plus précieuse. C'est l'idée que dans votre journée, il y a un moment généralement, le matin pour la plupart des gens, où votre cerveau est le plus frais, le plus concentré, le plus créatif. Et la façon dont vous utilisez cette heure détermine en grande partie la qualité de votre journée entière. Les personnes qui réussissent financièrement protègent cette heure avec férocité. Elles ne la passent pas à consulter leurs emails. Elles ne la passent pas sur les réseaux sociaux. Elles la consacrent à leurs priorités les plus importantes. La réflexion stratégique, la création, les décisions importantes, le développement de nouvelles compétences. Mais la gestion du temps va encore plus loin. Elle implique de comprendre ce que les économistes appellent le coût d'opportunité. Chaque heure que vous passez à faire quelque chose, c'est une heure que vous ne passez pas à faire autre chose. Si votre temps vaut, disons, 100 € de l'heure, en termes de valeur créée dans votre activité principale, alors passez 2 heures à faire une tâche administrative que vous pourriez déléguer pour 20 €, de l'heure vous coûte en réalité 160 €. Vous avez économisé 20 € et perdu 180 € de valeur potentielle. C'est pourquoi les millionnaires délèguent agressivement. Non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils comprennent que leur valeur unique réside
dans un nombre limité de compétences et d'activités. Et ils concentrent leur énergie là où leur impact est maximal. Il y a également une dimension psychologique à la gestion du temps que je trouve fascinante. Les gens qui manquent d'argent ont souvent une relation chaotique avec le temps. Ils réagissent constamment aux urgences plutôt que d'agir proactivement sur leurs priorités. Ils sont perpétuellement dans ce que j'appelle la tyrannie de l'urgent. Toujours occupés, jamais vraiment productifs. Les gens qui construisent de la richesse opèrent différemment. Ils planifient, ils anticipent, ils créent des systèmes qui leur permettent de fonctionner efficacement, même en leur absence. Et cette approche proactive, par opposition à l'approche réactive, est l'une des caractéristiques les plus constantes que j'ai observées chez les personnes financièrement réussies. Voici un exercice pratique. Demain matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de regarder votre téléphone, avant de consulter vos emails, prenez 10 minutes pour écrire les 3 choses les plus importantes que vous pouvez accomplir aujourd'hui pour avancer vers vos objectifs à long terme. Puis consacrez vos premières heures de travail à ces 3 choses. Faites cela pendant 30 jours et observez ce qui se passe. Voici quelque chose que j'ai observé lors de mes séminaires et qui me frappe à chaque fois. Je demande aux participants de décrire leur cercle social, les 5 ou 10 personnes avec qui ils passent le plus de temps. Puis je leur demande d'estimer le revenu moyen de ces personnes. Et invariablement, ce revenu moyen est très proche de leur propre revenu. Ce n'est pas une coïncidence. La 6e règle est celle-ci. Votre environnement humain détermine votre trajectoire financière plus que vous ne le réalisez. Jim Rohn, l'un des mentors les plus influents de ma vie, avait une formule que je cite depuis des décennies. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et dans le domaine financier, cette vérité est particulièrement puissante. Voici pourquoi. Nos comportements, nos attitudes, nos croyances et nos habitudes sont profondément influencés par les personnes qui nous entourent. C'est un phénomène psychologique documenté, appelé contagion sociale. Nous absorbons les comportements des gens autour de nous, souvent sans nous en rendre compte. Si vous passez votre temps avec des gens qui parlent constamment de manque, qui se plaignent de l'économie, qui croient que la richesse est réservée à une élite, qui dépensent de manière impulsive et vivent au-delà de leurs moyens, ces attitudes et ces comportements vont progressivement infiltrer votre propre façon de penser et d'agir. À l'inverse, si vous vous entourez de personnes qui pensent en termes d'opportunités plutôt que d'obstacles, qui parlent d'investissement, qui lisent, qui se développent continuellement, qui ont des ambitions financières claires, vous allez naturellement adopter ces mêmes patterns. Je me souviens d'un jeune homme qui avait participé à l'un de mes programmes. Il venait d'un milieu modeste, premier de sa famille à avoir fait des études. Il était brillant, travailleur, motivé, mais ses progrès financiers étaient lents. En parlant avec lui, j'ai réalisé que son cercle social le freinait. Chaque fois qu'il mentionnait ses ambitions, ses amis le taquinaient. Chaque fois qu'il refusait une sortie coûteuse pour économiser, ils le traitaient d'avare. Il y avait une pression sociale subtile, mais constante pour qu'il reste à leur niveau. Quelques années plus tard, il avait rejoint un groupe de jeunes entrepreneurs. Il avait commencé à fréquenter des personnes qui gagnaient 10 fois plus que lui, qui investissaient, qui construisaient des entreprises. Et en moins de 3 ans, sa situation financière avait radicalement changé. Pas parce que ses compétences avaient changé du tout, au tout, mais parce que son environnement avait changé ses standards. Maintenant, je ne vous dis pas d'abandonner vos amis ou votre famille. Je ne dis pas que les relations doivent être utilitaires. Ce que je dis, c'est d'être conscient de l'influence que votre entourage a sur vous et de chercher activement à vous connecter avec des personnes qui vous élèvent. Comment faire ça concrètement? Il y a plusieurs façons. Rejoindre des groupes professionnels ou entrepreneuriaux, assister à des conférences et des séminaires, lire les biographies et les œuvres de personnes qui ont accompli ce que vous voulez accomplir, trouver un mentor, quelqu'un qui est là où vous voulez être et qui est prêt à partager son expérience. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Les livres sont une forme de mentoring. Quand vous lisez les mémoires d'un entrepreneur qui a construit une fortune, vous passez du temps dans son esprit. Vous absorbez sa façon de penser, de résoudre les problèmes, de voir les opportunités. C'est l'un des investissements les moins chers et les plus rentables qui existent. Les études sur les habitudes des millionnaires montrent de façon consistante qu'ils lisent beaucoup, en moyenne, 1 heure par jour. Pas des romans de divertissement, mais des livres sur le développement personnel, les affaires, l'investissement, l'histoire, la biographie. Ils traitent l'apprentissage continu comme un investissement, pas comme un luxe. Warren Buffett,
passe encore aujourd'hui la majorité de sa journée à lire. Charlie Munger, son partenaire de longue date, a dit un jour que les gens qui le connaissaient le mieux l'appelaient un livre avec des jambes. Ces hommes, parmi les plus riches du monde, considèrent encore l'apprentissage comme leur activité la plus précieuse. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une règle. Voici une histoire que je raconte souvent parce qu'elle illustre parfaitement la 7e règle. Dans les années 80, j'avais un ami qui travaillait dans l'immobilier. Il était intelligent, ambitieux, et il gagnait bien sa vie. Mais il avait une habitude que j'observais avec inquiétude. Chaque fois qu'il gagnait de l'argent, il le dépensait immédiatement en signes extérieurs de richesse. Une nouvelle voiture, des vêtements de luxe, des restaurants haut de gamme. Il voulait que les gens voient qu'il réussissait. En parallèle, j'avais un autre ami qui travaillait dans le même secteur. Il gagnait à peu près la même chose, mais lui conduisait une voiture modeste, habitait dans un appartement raisonnable et investissait la majorité de ses revenus dans des propriétés locatives et des actions. 20 ans plus tard, le premier ami avait un style de vie impressionnant, mais aucun actif réel. Il dépendait entièrement de son prochain chèque. Le second avait une fortune substantielle, des revenus passifs qui dépassaient ses besoins et une liberté totale de choisir comment passer ses journées. La 7e règle est peut-être la plus contre-culturelle de toutes, et celle-ci. Les vrais millionnaires font la distinction entre richesse réelle et apparence de richesse, et ils choisissent la richesse réelle. Thomas Stanley et William Dacko ont publié en 1996 un livre extraordinaire intitulé The Millionaire Next Door, le millionnaire d'à côté. Ils avaient mené une étude approfondie sur les millionnaires américains et ce qu'ils avaient découvert avait surpris tout le monde. La majorité des vrais millionnaires, des gens qui avaient accumulé 1 million de dollars ou plus en actifs nets, ne vivaient pas dans des maisons extravagantes. Ils ne conduisaient pas des voitures de luxe. Ils ne portaient pas de montres à 10 000 dollars. En fait, ils avaient souvent l'air parfaitement ordinaires. Leurs voisins ne se doutaient pas de leur richesse. À l'inverse, beaucoup de gens qui affichaient tous les signes extérieurs de la richesse, les grandes maisons, les voitures de sport, les vacances de luxe, étaient en réalité profondément endettés. Ils consommaient leur avenir pour impressionner leur présent. Stanley et Danko ont inventé un terme pour ce phénomène. Les big hats, no cattle. Les grands chapeaux sans bétail. L'apparence sans la substance. Cette distinction est fondamentale, et elle touche à quelque chose de profondément psychologique. Pourquoi dépensons-nous de l'argent pour impressionner les autres? Parce que nous cherchons une validation externe. Nous voulons que les autres nous voient comme des gens qui réussissent. Et cette quête de validation externe est l'un des pièges financiers les plus dangereux qui existent. Les personnes financièrement libres ont généralement résolu ce problème. Elles ne cherchent plus la validation à l'extérieur d'elles-mêmes. Leur sentiment de valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de leur voiture ou de leur maison. Et cette liberté psychologique leur permet de prendre des décisions financières rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Il y a un concept que j'appelle la richesse silencieuse. C'est l'idée que la vraie richesse n'a pas besoin de se montrer. Elle existe dans les actifs, les propriétés, les investissements, les entreprises, les compétences, pas dans les objets de consommation. Et les gens qui comprennent vraiment la richesse savent faire la différence entre un actif et un passif. Robert Kiyosaki l'a exprimé simplement dans Père riche, Père pauvre. Un actif met de l'argent dans votre poche. Un passif en sort. Une voiture de luxe dont vous payez les mensualités est un passif. Un appartement locatif qui génère un loyer est un actif. Et la question que vous devriez vous poser pour chaque dépense importante est: est-ce que ça met de l'argent dans ma poche ou est-ce que ça en sort? Ce n'est pas une règle contre le plaisir ou le confort. C'est une règle pour s'assurer que vos dépenses sont alignées avec vos priorités réelles et non avec les attentes de votre entourage ou les messages de la publicité. Voici quelque chose que je trouve profondément libérateur. Quand vous arrêtez de dépenser pour impressionner les autres, vous réalisez très vite que les autres ne font pas vraiment attention à vous autant que vous le croyez. Ils sont trop occupés à s'inquiéter de ce que vous pensez d'eux. Cette réalisation peut être légèrement blessante pour l'ego, mais elle est extraordinairement libératrice pour votre portefeuille. Nous avons maintenant couvert 7 règles, mais je veux prendre un moment pour parler de quelque chose qui sous-tend toutes ces règles. Quelque chose que j'appelle la philosophie de la responsabilité personnelle. Il y a une question que je pose souvent dans mes séminaires et qui provoque toujours des réactions intenses, qui est responsable de votre situation financière actuelle. Les réponses que j'entends sont révélatrices. Certaines personnes citent l'économie, d'autres parlent
de leur employeur, de leur famille, du gouvernement, de leur éducation. Et parfois, quelqu'un dans la salle dit moi, et c'est cette personne-là qui a le plus de chances de changer sa vie. Non pas parce que les facteurs externes n'existent pas. Bien sûr qu'ils existent. Il y a des inégalités réelles dans le monde. Il y a des circonstances difficiles, des héritages compliqués, des systèmes imparfaits. Je ne suis pas naïf à ce sujet. Mais voici la vérité que j'ai apprise et que j'ai vécue. Tant que vous attribuez votre situation à des forces extérieures, vous vous privez du seul levier que vous ayez réellement, votre propre pouvoir d'agir. Le moment où vous dites « c'est ma responsabilité », même si votre situation n'est pas entièrement de votre faute, c'est le moment où vous récupérez votre pouvoir. Parce que si c'est votre responsabilité, alors vous avez le pouvoir de la changer. J'ai rencontré des gens qui ont grandi dans des conditions de pauvreté extrême et qui ont construit des fortunes remarquables. Et j'ai rencontré des gens qui ont eu tous les avantages, bonne famille, bonne éducation, bonnes opportunités, et qui ont quand même échoué financièrement. La différence n'était pas les circonstances, c'était l'attitude face aux circonstances. Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration nazi, a écrit quelque chose de profond dans son livre Man's Search for Meaning. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace réside notre liberté et notre pouvoir de choisir notre réponse. Cet espace, cette capacité à choisir notre réponse aux circonstances, est la fondation de toute réussite personnelle et financière. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler l'économie. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler les décisions de votre employeur. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler les événements qui se produisent dans votre vie. Mais vous pouvez toujours contrôler vos pensées face à ces événements. Vous pouvez contrôler vos décisions. Vous pouvez contrôler vos déshabitudes. Et c'est suffisant pour transformer votre vie. Je veux maintenant parler de quelque chose que je considère comme l'une des compétences les plus sous-estimées dans la création de richesse, la capacité à gérer l'échec et l'adversité. Voici un fait que peu de gens mentionnent dans les histoires de succès. La grande majorité des millionnaires ont connu des échecs significatifs avant d'atteindre leur succès. Des faillites, des projets qui ont échoué, des investissements qui ont mal tourné, des partenariats qui se sont effondrés. Henry Ford a fait faillite 2 fois avant de créer Ford Motor Company. Walt Disney a été licencié d'un journal parce que son patron pensait qu'il manquait d'imagination. Steve Jobs a été renvoyé de sa propre entreprise. Ces histoires sont bien connues, mais ce qu'on mentionne moins souvent, c'est ce que ces personnes ont fait avec leurs échecs. Elles les ont traités comme des informations, pas comme des verdicts. Il y a une différence fondamentale entre voir un échec comme la preuve que vous n'êtes pas capable et le voir comme un retour d'information qui vous dit ce qui ne fonctionne pas et vous guide vers ce qui pourrait fonctionner. Les personnes qui réussissent financièrement ont développé ce que j'appelle une résilience stratégique. Ce n'est pas simplement de l'optimisme aveugle. C'est la capacité à analyser un échec avec lucidité, à en extraire les leçons et à ajuster sa stratégie en conséquence. Un investisseur que je connais bien a perdu une somme importante lors d'un investissement immobilier qui a mal tourné. Au lieu de se replier sur lui-même ou de blâmer les circonstances, il a passé plusieurs semaines à analyser chaque décision qu'il avait prise dans ce processus. Il a identifié exactement où il avait fait des erreurs, dans son évaluation du marché, dans sa due diligence, dans sa gestion des risques. Et il a utilisé ces leçons pour développer un processus d'investissement beaucoup plus rigoureux. Ces investissements suivants ont été parmi les plus rentables de sa carrière. L'échec, quand il est bien traité, est l'un des meilleurs enseignants qui existent. Mais il faut avoir le courage de le regarder en face, de ne pas le fuir dans la honte ou la colère, et d'en extraire la sagesse qu'il contient. Il y a aussi quelque chose de plus subtil ici. La tolérance au risque est directement liée à votre capacité à gérer l'échec. Si vous avez une peur paralysante de l'échec, vous allez éviter les risques. Et sans risque calculé, il n'y a pas de croissance financière significative. Les opportunités les plus rentables comportent toujours un certain niveau de risque. Le secret n'est pas d'éviter le risque, mais de le comprendre, de le mesurer et de le gérer intelligemment. Les millionnaires ne sont pas des gens qui n'ont jamais peur. Ce sont des gens qui agissent malgré la peur. Et chaque fois qu'ils agissent malgré la peur, et que ça fonctionne, ou même quand ça ne fonctionne pas, mais qu'ils survivent et apprennent, leur tolérance au risque augmente. C'est un muscle qui se développe avec l'usage. Parlons maintenant de quelque chose de très pratique.
La création de multiples sources de revenus. Dans une conversation avec un groupe de jeunes professionnels, il y a quelques années, j'ai posé une question simple. Combien d'entre vous ont plus d'une source de revenus? Sur une vingtaine de personnes, 2 mains se sont levées. 2. Cette statistique est représentative d'une réalité plus large. La plupart des gens dépendent d'une seule source de revenus, leur salaire ou leur activité principale. Et cette dépendance crée une fragilité extraordinaire. Pensez-y. Si votre seule source de revenus disparaît à cause d'un licenciement, d'une maladie, d'une crise économique, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez dans une situation d'urgence financière. Tout votre édifice repose sur un seul pilier. Les millionnaires, eux, ont généralement plusieurs sources de revenus. Certaines actives, qui nécessitent leur temps et leur énergie directe. D'autres passives, qui génèrent des revenus sans nécessiter leur présence constante. Et cette diversification crée une résilience financière remarquable. Les sources de revenus passifs peuvent prendre de nombreuses formes. L'immobilier locatif, les dividendes d'actions, les royalties sur des créations intellectuelles, livres, cours en ligne, musique, des participations dans des entreprises, des prêts entre particuliers. La liste est longue. Mais voici ce que je veux souligner. Construire des revenus passifs prend du temps et nécessite souvent un investissement initial, soit en argent, soit en temps et en effort. Ce n'est pas une solution immédiate. C'est une stratégie à long terme. La façon la plus accessible de commencer, pour la plupart des gens, est l'investissement dans des actifs financiers. Même de petits montants investis régulièrement dans des fonds indiciels diversifiés peuvent, sur le long terme, créer un flux de revenus passifs significatif. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas excitant, mais c'est efficace. Il y a aussi une dimension créative à la création de revenus passifs qui me passionne. À l'ère d'Internet, les opportunités de monétiser des compétences, des connaissances ou des créations sont plus accessibles que jamais. Un expert dans n'importe quel domaine peut créer un cours en ligne, écrire un livre, lancer un podcast ou une chaîne YouTube, et potentiellement générer des revenus de façon continue à partir de ce travail initial. Je connais un professeur de mathématiques qui a créé une série de vidéos pédagogiques pendant ses vacances d'été. 5 ans plus tard, ces vidéos lui génèrent chaque mois plus que son salaire d'enseignant. Ce n'était pas son plan initial. Mais en investissant son temps et ses compétences dans la création de valeur, il a créé une source de revenus durable. La question à vous poser est: quelles compétences, quelles connaissances ou quelles expériences possédez-vous qui pourraient avoir de la valeur pour d'autres personnes? Et comment pourriez-vous créer quelque chose, un produit, un service, un contenu, qui délivre cette valeur de façon scalable, c'est-à-dire sans nécessiter votre présence à chaque fois? Je veux aborder maintenant un sujet qui est souvent négligé dans les conversations sur la richesse, mais qui est selon moi absolument central: la santé et l'énergie. Voici quelque chose que j'ai observé, sans exception, chez les personnes les plus performantes que j'ai rencontrées dans ma carrière. Elles traitent leur corps et leur énergie comme des ressources stratégiques. Parce que voici la réalité. Toutes vos compétences financières, toute votre intelligence, toute votre ambition sont inutiles si vous n'avez pas l'énergie pour les mettre en œuvre. La fatigue chronique, le manque de sommeil, une mauvaise alimentation, l'absence d'exercice physique. Ces facteurs réduisent directement votre capacité à penser clairement, à prendre de bonnes décisions, à maintenir votre concentration et votre discipline. Les études sur la prise de décision montrent que la qualité de nos décisions se dégrade significativement quand nous sommes fatigués. Les juges rendent des décisions plus sévères en fin de journée qu'en début de journée. Les chirurgiens font plus d'erreurs quand ils opèrent après des gardes longues. Les investisseurs prennent de moins bonnes décisions quand ils sont stressés et épuisés. Si votre cerveau est votre principal outil de création de richesse, et il l'est, alors prendre soin de votre cerveau est un investissement financier direct. Les millionnaires que j'ai étudiés ont presque universellement des habitudes de santé solides. Ils dorment suffisamment. Ils font de l'exercice régulièrement. Ils font attention à leur alimentation. Non pas par vanité, mais par pragmatisme. Ils savent que leur performance physique et mentale est directement corrélée à leur performance financière. Il y a aussi une dimension émotionnelle à cela. La gestion du stress est une compétence financière. Les décisions prises sous un stress intense sont rarement les meilleures. La capacité à maintenir son calme, sa clarté et sa perspective dans des situations difficiles, c'est ce qui permet de prendre des décisions stratégiques plutôt que des décisions réactives. Les pratiques comme la méditation, la pleine conscience
L'exercice physique régulier ne sont pas des luxes ou des tendances de bien-être. Ce sont des outils de performance qui améliorent directement la qualité de vos décisions et donc de vos résultats financiers. Permettez-moi de vous parler d'un principe que j'appelle la loi de la valeur ajoutée. C'est peut-être la loi économique la plus fondamentale qui existe. Et pourtant, elle est souvent mal comprise. La loi est simple. Vous êtes payé en proportion directe de la valeur que vous créez pour les autres. Pas en proportion de vos efforts. Pas en proportion de vos heures travaillées. En proportion de la valeur que vous créez. C'est pourquoi un chirurgien spécialisé gagne plus qu'un médecin généraliste. C'est pourquoi un entrepreneur qui résout un problème pour 1 million de personnes gagne plus qu'un employé qui travaille pour une seule entreprise. C'est pourquoi Warren Buffett gagne plus en 1 heure de réflexion qu'un ouvrier en 1 année de travail physique, non pas parce que son travail est plus noble, mais parce que la valeur qu'il crée est plus grande. Cette réalité peut sembler injuste, et je comprends cette réaction. Mais voici comment je vous propose de la voir. Plutôt qu'une source de frustration, c'est une carte routière. Si vous voulez gagner plus, la question n'est pas comment puis-je travailler plus dur, mais comment puis-je créer plus de valeur. Et créer plus de valeur passe par 2 voies principales. La première, développer des compétences rares et précieuses. Plus vos compétences sont spécifiques, profondes et difficiles à remplacer, plus vous avez de valeur sur le marché. La seconde, trouver des façons de délivrer votre valeur à plus de personnes simultanément. C'est ce que j'appelle la scalabilité. Un professeur particulier qui enseigne à un élève, à la fois, est limité par son temps. Ce même professeur qui crée un cours en ligne peut enseigner à 10 000 élèves simultanément. Sa valeur n'a pas changé, mais sa capacité à la délivrer à grande échelle a radicalement changé son potentiel de revenus. Cette question de scalabilité est au cœur de la différence entre les gens qui échangent leur temps contre de l'argent, et donc dont les revenus sont plafonnés par les heures disponibles, et les gens qui créent des systèmes, des produits ou des actifs qui génèrent de la valeur indépendamment de leur présence. Je ne dis pas que travailler à l'heure est mauvais, je dis que si votre objectif est la liberté financière, vous devez réfléchir à comment créer de la valeur de façon scalable. Comment créer quelque chose, une entreprise, un produit, un investissement, qui continue à générer de la valeur même quand vous dormez. Il y a une chose que je veux vous dire maintenant, et je veux que vous l'entendiez vraiment. Le chemin vers la liberté financière n'est pas linéaire. Il n'est pas confortable. Il ne ressemble pas à ce que vous voyez sur Instagram ou YouTube avec des gens qui montrent leur voiture de luxe et leur compte bancaire à 7 chiffres après avoir découvert le secret il y a 6 mois. La vraie construction de richesse est un processus lent, parfois frustrant, souvent invisible de l'extérieur. Pendant des années, les progrès peuvent sembler minimes. Vous économisez, vous investissez, vous développez vos compétences, vous construisez vos habitudes, et de l'extérieur, votre vie ne semble pas radicalement différente. Puis, à un moment, souvent de façon assez soudaine, les intérêts composés, les connexions accumulées, les compétences développées et les habitudes établies commencent à créer des résultats exponentiels. C'est ce que les scientifiques appellent le point de bascule. Et c'est là que les gens de l'extérieur commencent à dire il a eu de la chance, ou ça lui est tombé dessus, sans voir les années de travail silencieux qui ont précédé. La clé pour traverser la phase difficile, la phase où les progrès semblent lents et où la tentation d'abandonner est forte, c'est la clarté de vision. Avoir une vision absolument claire de ce que vous construisez et pourquoi vous le construisez. Pas juste « je veux être riche ». Ça, c'est trop vague. Ça n'a pas assez de pouvoir émotionnel pour vous maintenir en mouvement quand les choses deviennent difficiles. Je parle d'une vision spécifique, détaillée, chargée d'émotions. Combien voulez-vous avoir exactement? À quel âge? Qu'est-ce que cette liberté financière vous permettra de faire que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui? Où vivrez-vous? Comment passerez-vous vos journées? Qui pourrez vous aider? Quelle contribution pourrez-vous faire? Plus votre vision est précise et émotionnellement chargée, plus elle a de pouvoir pour vous tirer vers l'avant, dans les moments de doute. J'ai une pratique que je recommande depuis des décennies et qui a transformé la vie de milliers de mes étudiants. Chaque matin, prenez quelques minutes pour écrire vos objectifs à la main, au présent, comme s'ils étaient déjà accomplis. J'ai une valeur nette de X euros. Je vis dans une maison que j'aime, je travaille sur des projets qui m'inspirent. Je contribue à telle et telle cause, pas au futur. Au présent. Cet exercice peut sembler simple, voire simpliste. Mais voici ce qu'il fait neurobiologiquement. Il programme votre cerveau
à chercher des opportunités et des solutions alignées avec ses objectifs. Il active ce que les neuroscientifiques appellent le système d'activation réticulaire, la partie de votre cerveau qui filtre les informations et décide ce qui mérite votre attention. Quand vous avez des objectifs clairs, votre cerveau commence littéralement à remarquer des opportunités que vous auriez manquées autrement. Voici quelque chose que je n'entends presque jamais dans les conversations sur la richesse et qui me semble pourtant fondamental: la générosité. Il y a une croyance répandue selon laquelle les gens riches sont avares, que la richesse se construit en accumulant et en retenant. Et pourtant, quand on regarde les données réelles sur les comportements des millionnaires, on découvre quelque chose de surprenant: les gens qui donnent le plus ont tendance à accumuler le plus. Ce n'est pas mystique. Il y a plusieurs explications rationnelles à ce phénomène. Premièrement, la générosité crée des réseaux. Quand vous donnez, que ce soit de l'argent, du temps, des compétences, des connexions, vous créez des relations fondées sur la confiance et la réciprocité. Et les réseaux de confiance sont l'un des actifs les plus précieux dans la construction de richesse. Deuxièmement, la générosité change votre rapport à l'argent. Quand vous donnez régulièrement, vous renforcez la croyance que vous avez plus qu'assez, que l'argent est abondant, pas rare. Et cette mentalité d'abondance est beaucoup plus propice à la création de richesse que la mentalité de rareté. Troisièmement, la générosité vous force à être clair sur vos priorités. Quand vous donnez délibérément à des causes qui vous tiennent à cœur, vous clarifiez vos valeurs. Et quand vos valeurs sont claires, vos décisions financières et toutes vos autres décisions deviennent plus cohérentes et plus efficaces. John D. Rockefeller, l'un des hommes les plus riches de l'histoire, a commencé à donner une partie de ses revenus à des œuvres caritatives dès l'âge de 16 ans. Avant même d'être riche, ce n'était pas parce qu'il pouvait se le permettre. C'était parce qu'il avait décidé que la générosité ferait partie de son identité. Je ne vous dis pas que donner de l'argent vous rendra magiquement riche. Ce que je vous dis, c'est que la générosité, pratiquée avec intention et régularité, change votre relation à l'argent d'une façon qui favorise l'abondance plutôt que la rareté. Nous approchons de la fin de notre conversation et je veux prendre un moment pour parler de quelque chose qui est peut-être la synthèse de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Il y a un mot que j'utilise souvent et qui, je crois, capture l'essence de ce qui distingue les gens qui construisent une vraie richesse de ceux qui restent dans la stagnation: l'intégrité. Pas l'intégrité au sens moral abstrait, l'intégrité au sens étymologique, du latin integer, qui signifie entier, complet, l'intégrité comme alignement parfait entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Les gens qui réussissent financièrement de façon durable ont presque toujours un niveau élevé d'intégrité personnelle. Leurs actions sont alignées avec leurs valeurs. Leurs engagements sont respectés. Leurs décisions sont cohérentes avec leurs objectifs à long terme. Et voici pourquoi c'est si important financièrement. Chaque fois que vous faites quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs ou de vos objectifs, déclarez. Chaque fois que vous dépensez impulsivement, alors que vous avez dit que vous économiseriez. Chaque fois que vous procrastinez sur une action importante que vous vous étiez engagé à prendre, vous créez une dissonance intérieure. Et cette dissonance érode votre confiance en vous-même. Inversement, chaque fois que vous faites ce que vous avez dit que vous feriez, même quand c'est difficile, même quand vous n'en avez pas envie, vous construisez quelque chose d'inestimable. La confiance en vous-même. Et cette confiance est le fondement de toute ambition, de toute prise de risque calculée, de toute construction à long terme. Il y a une phrase que j'ai entendue d'un de mes mentors il y a de nombreuses années et qui m'a accompagné toute ma vie. Le succès est la progression continue vers un objectif valable. Pas l'arrivée. La progression continue, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, avancez, même légèrement, dans la direction de ce que vous voulez construire. Permettez-moi de vous résumer les 7 règles dont nous avons parlé aujourd'hui, non pas comme une liste à mémoriser, mais comme un cadre de réflexion à intégrer progressivement dans votre vie. La première règle: se payer en premier. Avant toute autre dépense, mettez de côté une portion de vos revenus pour votre avenir. Commencez petit si nécessaire, mais commencez maintenant et ne vous arrêtez jamais. La deuxième règle: mesurez pour gérer. Connaissez vos chiffres, ayez une vision claire et honnête de votre situation financière. Ce que vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas l'améliorer. La troisième règle: transformez votre relation psychologique avec l'argent. Examinez vos croyances sur la richesse. Identifiez les programmations qui vous limitent.
Replacez-les progressivement par des croyances qui soutiennent votre croissance. La quatrième règle. Pensez à long terme et laissez le temps travailler pour vous. Développez votre capacité à différer la gratification. Investissez tôt, régulièrement et avec patience. Le temps est votre allié le plus puissant. La cinquième règle, protégez votre temps avec discipline. Identifiez vos activités à haute valeur ajoutée et consacrez-y vos meilleures heures. Déléguez ce qui peut l'être. Créez des systèmes qui vous libèrent. La sixième règle, choisir délibérément votre environnement humain. Entourez-vous de personnes qui élèvent vos standards. Investissez dans votre apprentissage continu. Traitez les livres et les mentors comme des ressources stratégiques. La septième règle, choisir la richesse réelle plutôt que l'apparence de richesse. Distinguez les actifs des passifs. Prenez des décisions financières basées sur vos objectifs à long terme, pas sur le regard des autres. Maintenant, je veux vous laisser avec une pensée finale. Tout au long de cette conversation, nous avons parlé de règles, de principes, de stratégies. Et tout cela est important. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Les règles ne valent rien sans l'action. L'information sans l'application reste de la curiosité. La connaissance sans l'action reste du potentiel non réalisé. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Quelle que soit votre situation actuelle, que vous ayez 20 ans ou 60, que vous ayez des dettes ou des économies, que vous soyez au début de votre carrière ou à mi-chemin, le meilleur moment pour commencer à appliquer ces principes, c'est maintenant. Pas demain. Pas quand votre situation sera meilleure. Maintenant. Parce que voici ce que j'ai appris après avoir travaillé avec des centaines de milliers de personnes sur 4 décennies. Ce n'est pas la situation de départ qui détermine la destination finale. C'est la décision de commencer. Et puis la décision de continuer, jour après jour, même quand les progrès semblent lents, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Je vous ai parlé au début de cet homme que j'avais rencontré dans ce restaurant à Chicago. Cet homme qui avait commencé avec rien et qui avait construit une vie remarquable. À la fin de notre conversation ce soir-là, je lui avais demandé ce qu'il aurait voulu savoir plus tôt. Quel conseil il aurait aimé recevoir à 20 ans. Il a réfléchi un long moment. Puis il a dit « J'aurais voulu que quelqu'un me dise que le succès financier n'est pas une question de talent ou de chance. C'est une question de décision répétée dans la bonne direction pendant assez longtemps. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. » Et il avait raison. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Les règles que nous avons explorées aujourd'hui ne sont pas des secrets réservés à une élite. Elles sont disponibles pour quiconque choisit de les apprendre et de les appliquer. La question n'est pas de savoir si vous pouvez le faire. La question est de savoir si vous allez le faire. Et je crois, profondément, sincèrement, que vous le pouvez. Parce que vous êtes là. Parce que vous avez passé ce temps avec moi aujourd'hui. Parce que vous cherchez à apprendre, à grandir, à construire quelque chose de meilleur. Et cette curiosité, cette volonté d'apprendre et de s'améliorer est le premier ingrédient de tout succès. Alors, prenez une décision aujourd'hui. Une seule. Pas 10. Quelle est la première règle que vous allez commencer à appliquer dès demain matin? Quelle est la première action concrète que vous allez prendre cette semaine pour avancer vers votre liberté financière? Écrivez-la. Engagez-vous envers elle. Et puis faites-la, parce que dans 10 ans, vous regarderez en arrière et vous verrez que ce moment précis où vous avez décidé de faire les choses différemment, était le point de bascule, le moment où tout a commencé à changer. Je vous fais confiance pour faire ce choix. Merci d'avoir été là aujourd'hui.